Chers téléspectateurs de Tandem TV, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Petit deviendra grand. Et bien sûr, je ne pourrais présenter cette émission sans mon amie Laurie Gozlan. Salut Laurie. Salut Isa, trop contente d'être là encore avec toi. Moi aussi. Alors vraiment, j'ai hâte de commencer cette émission qui va certainement un peu décoiffer parce que c'est vrai que on va évoquer ce soir un sujet un peu tabou qu'on a du mal parfois à évoquer, malgré que finalement c'est un sujet qui touche tout le monde. Mais je te laisse le soin de nous en parler, Laurie. Alors si je vous dis « il fait tout de travers », « elle est trop laxiste »,« il va en faire un enfant roi », je pense qu'on a tous déjà plus ou moins soit pensé, soit dit ce genre de phrase à l'endroit de notre conjoint ou de notre conjointe. Et donc, le sujet dont on va parler ce soir, c'est mon conjoint et moi avons une vision différente de l'éducation. Ça promet. Oui, ça promet de chauffer. Alors, je trouve que c'est un sujet évidemment un peu sensible, souvent délicat, parce que c'est vrai que ça crée souvent des conflits au sein du couple. Mais d'un autre côté, c'est quand même, on l'a trouvé quand même essentiel d'en parler ce soir. Surtout que moi, c'est vrai que Laurie, je vois de plus en plus dans les groupes de mamans, sur les réseaux sociaux, de plus en plus de femmes qui se délivrent et qui se plaignent et qui vivent de véritables conflits au sein de leur couple. Et donc, et parfois, elles ne sont pas très bien conseillées. Elles sont même très souvent très mal conseillées sur les justement, groupes. C'est ça. Alors, quand tu parles de visions différentes dans l'éducation au sein du couple, est-ce que c'est une vision radicalement différente ? Non, alors forcément, les couples qui ont une vision radicalement différente vont aussi se reconnaître dans cette émission, mais en fait, on parle de quelque chose de beaucoup plus général qui me concerne moi, qui te concerne toi, qui concerne tout le monde. Quand on est un couple, on est deux entités individuelles qui se mettent ensemble et on vient chacune de notre enfance, de nos parents, d'endroits différents. Et donc, on a peut-être des valeurs différentes, peut-être une façon de voir la vie différemment. Et donc, forcément, sur ce sujet de l'éducation comme sur d'autres sujets, on a une vision différente. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va créer un ensemble cohérent avec tout ça. Exactement. Donc la différence de point de vue sur l'éducation des enfants, comme on l'a dit, est souvent source de conflits dans le couple. Mais j'ai envie de te dire que finalement, c'est logique, c'est normal. Comme tu l'as dit, on vient tous avec l'éducation qu'on a reçue, on vient avec ses idées, avec ses opinions. Et c'est sain, quelque part, on est d'être différents et d'apporter ce qu'on sait. Mais selon toi, est-ce qu'on devrait totalement éviter ces désaccords ? Non, alors déjà, si je disais que j'avais une méthode pour éviter les conflits, je mentirais. J'en ai pas. Là, l'idée, c'est pas d'être tout le temps d'accord. Chacun reste avec ce qu'il est, fondamentalement. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on va réagir sur le coup? Comment est-ce qu'on va tempérer sa réaction quand on n'est pas d'accord réellement et qu'on est devant nos enfants? Parce qu'on sait que les enfants, ils ont besoin de stabilité et de cohérence. Donc, comment est-ce qu'on va tempérer notre réaction à l'instant où on n'est pas d'accord? Et aussi, comment est-ce qu'on va communiquer ensemble de façon générale pour finalement arriver à créer une situation où on a pris un peu de chez toi, on a pris un peu de chez moi et on est arrivé à quelque chose au milieu. C'est ça, alors justement, parce que, par exemple, on voit souvent des cas quand le papa, alors on va dire le papa, parce que mais ça peut être la maman, donc le conjoint, quand il s'énerve, il hurle contre l'enfant, on voit carrément son enfant avec un regard apeuré. Alors, et on est persuadé qu'à ce moment-là, c'est pas bon pour l'enfant, bien sûr, sur du long terme. On a juste une envie, c'est d'arrêter tout immédiatement. Et donc, on va créer donc là tout de suite le conflit avec le mari, enfin avec son conjoint. Là, en fait, c'est notre instinct animal qui parle, clairement. Effectivement, on voit notre enfant qui est peut-être un peu, entre guillemets, en danger. C'est un danger tout relatif, oui, mais voilà. Donc, effectivement, on a envie d'intervenir et on a envie de s'attaquer à la personne qui attaque notre enfant, même si c'est son papa ou sa maman. Et donc, du coup, oui, c'est notre instinct animal qui prend le dessus, mais c'est valable. Tu parles peut-être de cas un peu extrêmes où il y a une vraie violence, peut-être où le parent va et à la limite peut-être de taper son enfant, mais en fait, c'est valable pour des cas qui arrivent au quotidien, en fait, qui sont tout simples. Moi, par exemple, j'ai un cas auquel je pense là, avec mon mari, qui est que moi, je suis persuadée que si mes enfants viennent la nuit dans mon lit, c'est qu'ils en ont besoin et qu'il faut que je leur donne cette attention-là et ce réconfort-là et que je les accepte dans mon lit. Sinon, ça pourrait peut-être leur créer un déséquilibre plus tard. Voilà, j'ai ça en tête. Et mon mari, lui, pense que c'est complètement l'inverse, que je me gourre totalement et que je les rends dépendants, que je ne crée pas d'autonomie, que je les rassure pas, en fait, en faisant ça.
son opinion est valable comme mon opinion est valable. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait concrètement ? Parce que si moi je dis oui et que lui dit non, les enfants, ils sont un petit peu paumés. Donc en gros, effectivement, c'est difficile pour les parents de ne pas réagir et de bien réagir en fait à ce moment-là. Mais c'est pour ça que justement, on est là dans cette émission pour que j'essaie de vous donner quelques tuyaux pour bien réagir sur le coup et aussi pour communiquer entre vous. Voilà. C'est ça, parce que dans l'exemple que tu viens de donner, justement, où c'est ton instinct animal donc, qui reprend le dessous et qui te pousse... Oui, parce que moi, je suis clairement persuadée que mes enfants doivent rester avec moi et vraiment, j'ai envie de les tuer quand ils les empêchent. Donc, ça crée un conflit avec ton mari, malgré son désaccord. Alors, comment on lutte, justement, contre cet instinct animal ? Et puis, est-ce qu'il faut vraiment lutter contre ? Parce que c'est vrai que il est là pour nous souligner quelque chose, en fait. C'est vrai que c'est très dur de lutter contre son instinct animal parce qu'effectivement, souvent, ça prévient d'un danger, l'instinct animal. En tout cas, on en est vraiment intimement persuadé. Donc, c'est très dur d'aller à cette rencontre et c'est très contre-intuitif. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut garder en tête que ce qui est plus important pour nos enfants que de prendre la bonne décision réellement. Peut-être que c'est moi qui ai la bonne décision, peut-être que c'est lui. Mais plus important que cette bonne décision-là, c'est de rester cohérent et de leur offrir une véritable stabilité. Pourquoi ? Parce que si les enfants ont l'impression que papa et maman sont d'accord, même si ce n'est qu'une impression, même s'ils ont l'air juste d'être d'accord, c'est comme s'il y avait une certaine stabilité dans le monde. C'est rassurant pour eux. Pour les tout-petits, c'est vraiment important qu'on essaie de ne pas dire blanc et l'autre dit noir. Évidemment, ça arrivera. On en avait d'ailleurs déjà parlé. Mais ça tout arrivera. À fait, c'est ce que j'allais te dire. On avait abordé le sujet de la stabilité, l'importance de la stabilité pour l'enfant lors d'une précédente émission, ou du parent méchant, du gentil parent, le mauvais flic, le bon flic. Et d'ailleurs, on invite ceux qui n'ont pas vu cette émission de la visionner sur la page Tandem, sur YouTube. On parlait vraiment de ça à ce moment-là. Justement, d'ailleurs, j'avais bien expliqué que, évidemment, qu'il y a des moments où on va dire blanc, l'un va dire blanc, l'autre va dire noir, c'est pas très grave. L'important, c'est que ce soit pas répétitif. C'est ça. Donc, pour offrir cette stabilité à notre enfant, qui est le plus important que le fait même de faire ce qui est bon pour lui. Sur l'instant. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il va falloir que le couple trouve il va falloir que le couple trouve un terrain d'entente. Comment faire, Laurie ? Comment concrètement rester solidaire quand on a l'impression que l'autre, il fait certaines choses parfois de travers ? Ouais. Alors, je vais vous donner en fait 4 règles. Il y aura 2 premières règles. Ces 2 premières règles, ça va être pour réagir sur le coup. Quand on a l'impression que notre conjoint agit avec notre enfant et que notre enfant donc est présent, comment on va réagir sur le coup pour quand même arrêter cette réaction, mais tout en préservant cette cohérence pour notre enfant. Les 2 autres règles, elles vont vraiment concerner que le couple et une façon de communiquer pour arriver au plus d'accord en fait possible. C'est ça alors. Alors, la première règle. Ah oui, c'est ça. Donc, la première règle, c'est, alors là, ça va peut-être en faire bondir certains, c'est de ne jamais, jamais, jamais remettre en cause l'autorité du conjoint ou de la conjointe devant notre enfant. C'est primordial. Alors justement, voilà, dans un cas, moi qui me vient, voilà, un cas pratique, on va imaginer qu'il y a, comme ça arrive souvent, l'enfant, il écrit sur les murs. Et là, on a le conjoint, toujours pour ne pas viser l'un ou l'autre, le conjoint qui va se mettre à hurler, fou de rage, qui va même presque lever peut-être la main, enfin la fessée. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, justement, quand on pense qu'il a tort de réagir aussi violemment ? Alors là encore, c'est hyper contre-intuitif. Effectivement, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de l'arrêter et de lui dire « Mais enfin, t'es complètement fou, calme-toi, c'est qu'un dessin sur le mur, il a 3 ans, le gosse, il comprend pas ce qu'il fait. » Mais en fait, c'est pas ce qu'il va falloir faire, parce que ça va ne faire qu'empirer la situation. Le conjoint va être de plus en plus énervé et l'enfant ne va plus rien comprendre à ce qui se passe. Est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il n'a pas le droit ? Donc du coup, ce qu'il va falloir faire, et là je vous demande de respirer, c'est de se pencher vers son enfant et de lui dire, donc là c'était le papa qui s'énervait, allez pour changer, on va lui dire, mon chéri, papa a raison. Première phrase, papa a raison. Il ne faut pas écrire sur les murs, on a envie de vivre dans un bel environnement, ça coûte cher la maison, donc viens je te donne une petite éponge et on va nettoyer tout ça. Là tout de suite la pression elle va retomber chez ce papa qui s'était énervé. 1, parce qu'il s'est senti soutenu. 2, parce qu'il s'est senti entendu. Et en plus, on a tout gagné parce que le message il est passé auprès de notre enfant de la façon finalement dont on voulait nous. Et puis c'est cohérent.
tout est cohérent. On ouais, était d'accord avec c'est vrai le que parent. dit comme ça, dit comme tu le dis, là, ça paraît miraculeux. Ouais, alors c'est un coup à prendre. Et puis c'est même quand on a pris ce coup-là, il y a toujours des fois où on va s'énerver parce que c'est comme ça. Ouais. Mais voilà, si on a ça en tête, déjà ça peut limiter. Et donc, et le deuxième garde-fou pour contenir alors notre le deuxième émotion. garde-fou, une fois donc qu'on est arrivé, qu'on a soutenu son conjoint, c'est de le remplacer. Alors dans un monde idéal, les deux conjoints seraient tout le temps en fait en observation l'un de l'autre. Et puis voilà, ils sentiraient, parce qu'ils se connaissent, quand est-ce que l'autre est en train d'atteindre sa limite et qu'il va vraiment péter un câble. Et donc du coup, il viendrait, il le remplacerait en lui disant tout à fait gentiment et avec beaucoup de bienveillance, je sens que là tu atteins ta limite, donc pour ne pas lui parler comme un débile, et je sens que là tu atteins ta limite, donc je vais te remplacer, il n'y a pas de problème. Ça c'est un monde idéal. Dans la vraie vie, on est tous occupés à nos propres choses. Donc en fait, ce qu'il faudrait, ce serait être capable en fait de demander à son conjoint, tiens là, vraiment, j'en peux plus, je commence à crier, je commence à saturer, s'il te plaît, remplace-moi, et que le conjoint soit vraiment disponible pour remplacer, et que tout ça soit fait vraiment, vraiment avec de la bienveillance, et vraiment en se disant, c'est normal en fait. On a tous des moments, en fonction de notre journée, de notre travail, de ce qu'on a vécu, où on sature, et c'est bien de pouvoir être remplacé. C'est ça, donc voilà, sur le coup de la crise, alors soutenir l'autre sur le fond, et deuxièmement, le remplacer. On est une équipe en fait, il faut vraiment que le couple se voit comme une équipe et comprenne que quand il y en a un qui faiblit, l'autre doit venir soutenir. Et tu nous parlais de méthodes de communication dans le couple quand on n'est pas d'accord, alors quelles sont ces méthodes ? Alors là aussi, donc, 2 méthodes. La première méthode, ça va être de parler dans des moments où on n'a rien à régler en fin de compte, dans un moment calme, il ne s'agit pas de régler une situation précise. Donc voilà, vraiment dans un moment, je sais pas, au restaurant, où vraiment c'est pas on n'est pas en train de vivre une situation de conflit. On va donc tout simplement, en fait, par exemple, repenser à une situation où on a eu un conflit et l'évoquer et lui dire, tiens, regarde, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire en fait ? Qu'est-ce que tu penses qu'on aurait pu mieux faire à ce moment-là ? Parce que la situation va se reproduire. En plus, j'imagine qu'on doit choisir ce moment. On doit en parler certainement le soir, quand tout est calme, devant dans un restaurant. Il faut prendre un moment propice. Un moment propice. Où tout le monde est calme. Et c'est pas l'idée, c'est pas d'amener le sujet avec véhémence et en voulant absolument amener son point de vue et à se dire. Et puis, faut le faire en toute conscience, en se disant voilà, moi j'ai mon idée, lui il a son idée. Nos 2 idées sont peut-être bonnes en fin de compte. J'y vais vraiment avec un bon état d'esprit, en me disant voilà, on va essayer de trouver un chemin d'entente entre nous deux, parce que finalement le but c'est quoi ? C'est juste qu'on fasse ce qu'il y a de mieux pour notre enfant. Bah oui, c'est sûr. Voilà. Évidemment. Donc le but c'est pas de gagner en fin de compte. Alors, si on récapitule, en gros, on pose des questions, on s'inclut aussi dans la difficulté, pour éviter le reproche, évidemment. Nous aussi, on n'est pas... Ça, c'est très important. C'est une forme, comme tu dis, de communication non agressive. Oui, de se dire, je te comprends, moi aussi, j'ai du mal quand j'ai des lacunes, moi aussi, je ne sais pas, on apprend ensemble, on avance ensemble. Donc, et c'est bon, évidemment, et c'est beaucoup plus constructif que... voilà. Et du coup, quelle est la deuxième méthode de communication, Laurie ? Dans toutes ces discussions, c'est pas mal d'utiliser des référents. Donc, par exemple, j'ai entendu un podcast qui parlait des cris sur les enfants ou des violences éducatives, par exemple. Et j'ai vu une étude sur le sujet et les conséquences que ça peut avoir sur le cerveau des enfants. Est-ce que ça te dirait qu'on lise cette étude ensemble ? Est-ce que ça te dirait qu'on écoute ce podcast ensemble ? Et du coup, comme ça, vous faites passer un peu vos idées, mais à travers le discours, à travers le discours d'experts. Donc, si le conjoint est un peu ouvert à ça, du coup, ça peut passer beaucoup mieux. Ouais, c'est ça. Et comme je dis, c'est vrai qu'en même temps, toujours dire que nous aussi, on est plein d'erreurs et que nous aussi, on ne sait pas, que ce n'est pas juste dans un sens, quoi. Vraiment, d'accabler de l'autre. Et globalement, il faut éviter les reproches et ce n'est pas du tout constructif. Alors, je crois que cette émission, Laurie, s'est transformée en thérapie de couple. Ouais, il en faut. C'est le socle de l'éducation, le couple. Mais alors, donc, Laurie, j'ai choisi 3 questions qui va peut-être aider nos téléspectateurs à comprendre un peu mieux en pratique. J'ai puisé sur tes internautes qui, suite à un post que tu as posté sur ton compte Instagram. Et donc, traité de ce sujet, oui. Voilà, que tu traitais de ce sujet. Donc, j'ai pris 3 questions de personnes et tu vas nous répondre. D'accord. Alors là, il y a Noémie qui dit...
Le problème, c'est que moi, je m'informe au maximum, et lui dit que personne ne va lui apprendre l'éducation de ses enfants. Voilà, comme beaucoup de machos. Il y a beaucoup de femmes aussi comme ça. Et il donne une éducation cadrée, parfois trop stricte, et ne veut rien savoir des études ou autres recherches récentes sur le cerveau des petits. Donc voilà, comment tu appliques ça? Alors, c'est vrai que c'est une question délicate, parce qu'en fait, ça, c'est un caractère. Il y a des gens qui apprennent toute leur vie, quel que soit le sujet, ils passent leur vie à essayer de s'améliorer, à essayer d'apprendre, et ils considèrent qu'ils n'ont jamais terminé d'apprendre. Il y a d'autres personnes qui voient ça comme un aveu de faiblesse, le fait de continuer à se renseigner sur tel ou tel sujet, et notamment sur la parentalité. Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de blocages là-dessus. Justement, voilà, c'est une réponse hyper classique. Personne ne va m'apprendre à être parent. Alors que c'est dommage, en fait, parce qu'on peut vraiment apprendre à être parent. Mais voilà, on apprend tout le temps. Voilà, en fait, je comprends aussi les personnes qui disent ça et qui se sentent insultées, parce que elles ont l'impression qu'on leur dit qu'elles sont un mauvais parent. Donc, dans ce cas, moi, ce que je conseillerais à cette maman qui parle, c'est déjà d'utiliser les 2 premières méthodes qu'on a évoquées. Donc, quand elle sent que ça déborde et que son mari fait quelque chose avec une chose avec laquelle elle n'est pas en accord, que déjà elle le soutienne sur le fond de la question, et ensuite qu'elle le remplace. Voilà. Et puis ensuite, elle peut essayer c'est à elle de connaître son mari et de savoir de quelle façon. J'imagine que s'ils sont mariés, c'est qu'elle sait communiquer avec lui. Donc, il va falloir trouver une façon de communiquer qui ne va pas être agressive, qui ne va pas lui dire « tu es un mauvais père », mais voilà, qui va être beaucoup plus dans une démarche d'amélioration, quoi. Voilà, qu'il arrive un peu à se remettre en question, mais sans que ça attaque, en fait, juste sa paternité, tout simplement. Donc, en fait, il va falloir qu'elle soit super subtile dans sa façon de parler. Ça vient de la subtilité et de la communication. Je suis désolée, je n'ai pas de conseils plus concrets que ça, parce que c'est vraiment une histoire de rapport dans le couple. Donc, il y a une autre question de Tiffany. Alors, elle dit « Récemment, nous nous sommes disputés car il a donné une tape sur la main de ma fille et je suis absolument contre la violence. » Donc, du coup, je n'ai pas pu me contrôler car après la tape, notre fille a pleuré et j'ai donc crié sur mon conjoint. Notre bébé a 14 mois et évidemment, elle n'est pas consciente de certains de ses actes. Et c'est mieux d'être d'accord, c'est sûr, mais là, c'était impossible pour moi. Alors, voilà, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Là encore, quand on voit que ça arrive, le mieux, c'est de le remplacer. C'est pas la peine d'en parler sur le coup. C'est pas la peine, en fait, de lui dire « tu dois pas la taper ». Il va juste se sentir mal et il le sait, en fait, qu'il doit pas la taper, a priori. Donc, il va juste se sentir mal. Donc, ça sert à rien de l'attaquer à ce moment-là. Je pense qu'il vaut mieux juste se retirer avec son enfant, mettre l'enfant à l'abri, entre guillemets. Et beaucoup plus tard, utiliser les 2 autres méthodes dont je parlais tout à l'heure, de communication, en parler dans un moment calme et essayer d'utiliser des références qui parlent justement des conséquences de ce genre de petite tape, par exemple, sur un enfant. Donc, si le papa, il est, donc pas comme le premier papa, plutôt ouvert à ce genre de sujet, c'est une bonne façon de l'amener. Mais sur le coup, ça ne sert strictement à rien, en fait. Ouais, j'ai compris. C'est ça, c'est le plus dur, en fait, sur le coup. Mais non, c'est l'impression que c'est un réflexe. Ouais. Et donc, on a une 3e question de Anne-Sophie. Alors, elle dit, dans le top 2 des différents, laisser au non notre enfant de 2 ans et demi sur le téléphone. Ça arrive souvent. Et l'habituer, ou ne pas l'habituer, en fait, à manger du Nutella, des choses trop sucrées, trop salées. Moi, je suis pour les habituer à manger du Nutella. Je vous dis clairement. Ah bon? Moi, je mange du Nutella toute la journée. Je ne comprends pas trop le problème. Bon, mais en tout cas, voilà. Alors, moi, je vis ce problème-là. Concrètement, moi, je suis team Nutella. Et mon mari, pas du tout. Alors, pour la télé, je ne suis pas team télé, par contre. Je pense qu'en fait, là encore, c'est juste une question de communication entre les deux. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas mort d'homme. Si vos enfants mangent du Nutella ou s'ils regardent un petit peu la télé, c'est pas la fin du monde. Donc je pense qu'il faut justement donner les écrans. On en parle tellement des écrans, des portables aux enfants de 2 ans. On parle de 4 heures par jour. Si un enfant regarde les écrans 4 heures par jour, là, ça pose un réel souci. Oui, effectivement, il peut développer des signes autistiques, etc. Il faut savoir aussi un peu lâcher un peu. Oui, voilà. Mais c'est-à-dire que si y en a un qui se dit c'est pas grave du tout de lui donner des écrans et l'autre qui se dit c'est très grave, trouvons un juste milieu et donnons-lui 1 heure par semaine.
C'est une question de bonne intelligence et de savoir discuter. Voilà, on ne parle pas d'un sujet hyper capital. Alors effectivement, si le conjoint veut lui donner 4 heures par jour, là oui, c'est embêtant. Et s'il veut lui faire manger que du Nutella, c'est embêtant aussi. Mais voilà, tout est une question de bonne intelligence dans le couple et de trouver un juste milieu, tout simplement. De toute façon, voilà, donc on va dire, en conclusion, Laurie, puis d'ailleurs merci encore pour tous ces conseils, mais pour résumer, il faut rester bienveillant, être dans la communication, ne pas être dans l'agressivité et dans la violence immédiate. Il faut essayer de réfléchir à chaque fois avant d'agir. Après, dit comme ça, c'est vrai que ça a l'air d'être un peu des vérités de la palisse. Tout le monde a envie d'être bienveillant. Il faut avoir ça en tête, quoi. Voilà, en fait, je pense que le fait de se le répéter constamment, ça fait que sur le coup, on réagit peut-être un petit peu différemment, disons, la moitié du temps. Et c'est déjà pas mal. Bien Laurie, merci beaucoup. Merci encore pour toutes tes astuces, tes conseils. Vraiment, c'est toujours un plaisir de faire cette émission avec toi. Moi, j'apprends aussi avec toi. Je grandis. Il n'y a pas d'âge. Moi aussi, j'apprends avec toi et je grandis. Voilà. Donc, quant à nous, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de Petit deviendra grand. Et puis, bichonnez vos enfants. Donnez-leur tous les câlins qu'il faut pour qu'ils deviennent toujours grands. Salut.